Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tiens à remercier donc l'ADN, les membres du bureau, particulièrement Dr Strat, de m'avoir convié à votre congrès. C'est pour moi un réel plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Et donc sans plus tarder, on m'a demandé de parler de l'approche clinique et thérapeutique de la gestion des complications cardio-rénales du patient diabétique, mais plus particulièrement de la dapagliflozin. Donc je remercie vivement aussi les laboratoires AstraZeneca d'avoir permis donc ce symposium. Donc je vous apprends rien, vous savez très bien qu'il y a deux grandes complications chez le patient diabétique, notamment la néphropathie. Il ne faut pas qu'on oublie que le diabète est la première cause d'insuffisance rénale terminale. Et puis, en deuxième lieu, on a toutes les pathologies cardiovasculaires. Et donc, dans la dernière étude épidémiologique, qui est l'étude CAPTURE, qui est une étude de 2021, elle a montré que dans 13 pays dans le monde, dans 5 continents différents, on a à peu près un tiers d'atteintes cardiovasculaires chez les patients diabétiques, et souvent sous-diagnostiqués, avec toutes les complications cardiaques que vous connaissez, et surtout l'insuffisance cardiaque aussi, qui commence à faire parler d'elle. Alors déjà à l'époque, le registre GRACE, qui était un des grands registres d'hospitalisation, enfin épidémiologique en hospitalisation pour les syndromes coronaires aigus, ST positifs, ST négatifs, etc., il montrait qu'il y avait une prédominance des pathologies cardiovasculaires chez les patients diabétiques, comme vous voyez, et puis en même temps de l'insuffisance cardiaque qui existait à côté de la coronaropathie classique, des complications auxquelles on s'était intéressé plus ces dernières années. Alors, dans un grand registre observationnel avec plus de 700 000 patients qui avaient été communiqués juste avant la pandémie du Covid sur les registres européens de pathologie cardiovasculaire, vous voyez en rouge toutes les courbes, donc bien sûr des pourcentages d'atteinte coronarienne et d'artérite des membres inférieurs, mais en bleu, dès qu'on commence à s'intéresser au cœur et au rein ensemble, donc le continuum cardio-rénal, on se rend compte que le pourcentage augmente, et donc souvent les patients ont les deux complications ensemble. Et donc, c'est ce continuum cardio-rénal qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Donc, on les associe ensemble, puisque finalement, quand on a une atteinte cardiaque, et notamment une fraction d'éjection qui diminue, on commence à avoir un retentissement, je ne vous apprends rien, sur la baisse du flux rénal, et donc une maladie rénale qui peut s'aggraver, s'installer ou s'aggraver, mais en même temps, dans l'autre sens, une maladie rénale avec un débit de filtration qui commence à diminuer, une rétention hydrosodée et un cœur qui commence à fatiguer. Donc l'un aggrave l'autre, l'un entraîne l'autre. Et donc, du coup, dès qu'on a un patient qui a une maladie rénale chronique, il ne faut pas oublier le facteur de risque cardiovasculaire majeur qu'il présente et surtout le facteur de risque d'insuffisance cardiaque. Vous voyez, vous triplez le risque d'insuffisance cardiaque. Et pareil, dans l'autre sens, vous avez un patient qui a une insuffisance cardiaque, attention, il y a beaucoup de déclin de DFG aussi chez ces patients, donc avec le temps. Donc, je passe rapidement au premier cas clinique qui va essayer d'illustrer justement ces problématiques. Donc, c'est un homme âgé de 66 ans qui a un diabète depuis 9 ans, hypertendu, dyslipidémique, un HbA1c à 8,7%, IMC à 33. Alors, il a une rétinopathie débutante, un RAC donc positif, un DFG à 67, ce qui fait le diagnostic donc de la néphropathie. Ça aurait pu être le DFG tout seul sans le RAC, etc. Je ne vous apprends rien. Et puis, il est sous insuline basale déjà et metformine à 2 grammes par jour. Donc, on est devant un niveau socio-économique assez bon. Donc, ça ne reflète pas vraiment la population générale du Maroc, mais on va prendre ces exemples-là dans les cas particuliers des thérapeutiques qu'on va voir aujourd'hui. Alors, chez ce patient, vous voyez bien, à votre avis, le pronostic de ce patient se situe où? À part le pronostic fonctionnel, bien sûr, de l'œil, évidemment. Rénal et cardiaque. Il ne faut pas oublier donc tout de suite les deux, puisque parfois, là, quand on voit, il n'a pas d'antécédent cardiovasculaire, on s'intéresse au rein, mais c'est un pronostic cardiaque et rénal. Et bien sûr, du point de vue cardiaque, je ne vous apprends rien, puisqu'il a une atteinte rénale, une micro-AL positive est égale à très haut risque cardiovasculaire. Et de toutes les manières, ce patient a plus de 3 facteurs de risque, donc il est à très haut risque cardiovasculaire. Donc, vous connaissez les recommandations. À partir de là, on sait que ce patient, on va devoir aller dans nos objectifs thérapeutiques, que ce soit en HbA1c, en lipides avec un LDL en dessous de 0,55 pour le très haut risque. S'il avait fait des événements, et 2 événements dans les 2 ans, c'est 0,4, donc c'est encore plus agressif. Et on n'oublie pas le non-HDL cholestérol, bien sûr, qui doit être dans ce cas en dessous de 0,85. Alors, dans les objectifs de traitement, dans les dernières recommandations, alors ce pointeur, voilà, il est un peu particulier, vous voyez que dans les classes thérapeutiques, il y a le GLP-1 et les glyphosines qui mettent à 3 croix
dès qu'il y a le très haut risque cardiovasculaire, donc sans donner vraiment de choix entre les deux, à vous justement de préconiser votre thérapeutique. Alors, puisqu'on veut protéger le rein chez ce patient, les glyphosines, donc les inhibiteurs de la SGLT2, pour la protection du rein, puisqu'on a beaucoup parlé d'eux pour la protection cardiaque au départ, un peu moins sur le rein, et c'est ce qui commence à être un peu plus tendance ces derniers temps. On sait très bien, je ne vous apprends rien, je ne vais pas m'attarder sur les mécanismes d'action, c'est ouvrir le robinet de sortie, entre guillemets, mais les glyphosines protègent le rein par plusieurs mécanismes, indirectement avec tout ce qu'ils font, donc la baisse de l'HbA1c, la baisse de la tension artérielle, l'effet anti-inflammatoire, anti-hypoxique, etc., mais aussi par un mécanisme vraiment direct sur la pression intraglomérulaire, avec une baisse de l'albuminurie, et c'est des effets un peu différents du système rénine-angiotensine. Donc on a tout intérêt un peu à combiner les traitements pour la néphroprotection, pour leurs différentes actions sur l'artériole afférente et efférente, en plus de l'effet, bien sûr, diurétique qu'on a avec ces molécules. Alors, réduction de la pression intraglomérulaire, et c'est ce qui va permettre de baisser la protéinurie de nos patients. Des effets antifibrotiques, anti-inflammatoires, antifibrose au niveau du rein. Vous savez que le rein souffre chez le patient diabétique de cette inflammation et de cette fibrose avec le temps. Et donc, des cellules tubulaires qui sont un peu asphyxiées, des fibroblastes qui souffrent. Et donc, le fait de réduire cette glycosurie, de réduire l'inflammation, on se retrouve avec des cellules tubulaires soulagées qui reprennent leur fonction fibroblastique, qui recommencent à produire de l'érythropoïétine. Alors, qu'en est-il dans les études rénales, justement, des glyphosines? Alors, il y a deux grandes problématiques. Premièrement, est-ce que ces médicaments sont aussi efficaces en cas d'insuffisance rénale, bien sûr, je parle, pour baisser l'HbA1c? Est-ce qu'il faut les ajuster? Est-ce qu'il y a plus d'effets secondaires? Et deuxième problématique, est-ce que vraiment ils protègent la progression de la maladie rénale? Alors, en matière d'efficacité, il faut savoir que leur pharmacocinétique ne change pas trop, donc il n'y a pas trop de différence quand on avance dans l'insuffisance rénale. Mais ce qui se passe, que plus vous avancez dans l'insuffisance rénale, plus la baisse de l'excrétion urinaire de glucose se fait. Et donc, automatiquement, plus vous baissez dans votre DFG, vous le voyez ici, plus vous baissez, regardez, les DFG baissent, plus la baisse d'HbA1c va être moins importante. Ça veut dire qu'en matière efficacité hypoglycémiante, plus vous baissez dans votre DFG, moins vous aurez un résultat sur la baisse de la glycémie. Donc, ça, c'est question efficacité, justement. Donc, ça reste dans les stades 2, d'accord? Dans les stades 3 et 3B, c'est encore maintenu, mais dès qu'on arrive dans les stades 4, donc en dessous de 30, etc., vous commencez à avoir une baisse de l'efficacité sur l'HbA1c. Concernant la tolérance, c'est à peu près la même tolérance. Il n'y a pas eu plus d'effets secondaires dans les études. Quand on est en insuffisance rénale, enfin un DFG plus bas qu'un DFG normal, il y avait eu des petits signaux sur les fractures osseuses, ça avait été éliminé. Donc on n'ajuste pas. On ne commence pas comme avec les gliptines à faire des diminutions de dose de moitié quand les DFG passent en dessous de 45. Et vous voyez ici dans ce tableau la dapagliflozine, la cana et l'AMPA. Donc la cana, bon, on avait un moment, elle était là, mais elle n'est plus là, effectivement. Donc vous voyez dans les études, c'est au-dessus de 60 généralement qu'on ne va pas initier, enfin en dessous de 60 on ne va pas initier, et à 45 il faudrait arrêter les glyphosines. Ça, je parle chez nous au Maroc. Bien sûr, à l'étranger, il y a d'autres AMM, vous le savez bien, on descend plus bas. Et puis, on a tous les essais spécifiques qui sont crédence, DAPA-CKD, AMPA-Kidney qui est en cours, qui vont nous donner encore plus d'éléments sur tout ce qui est rein. Alors, deuxième chose, est-ce que ça peut protéger? Et ça, à mon avis, vous doutez de la réponse donc, à cette question sur la protection rénale. Beaucoup d'études avaient montré que, tiens, alors qu'au départ, c'était des études cardiovasculaires, à côté de ça, il y avait une protection rénale qui avait été retrouvée dans les études. Mais c'était des études qu'on avait mis, vous vous rappelez, depuis l'AMPA-REG, depuis 2015, c'était des études à but cardiovasculaire. Donc, tous les critères cardiovasculaires, comme vous voyez, ont montré des odds ratios qui baissent, mais les critères rénaux aussi encore plus importants, vous voyez 0,5, 0,7, ça veut dire moitié, enfin vous diminuez de moitié la progression de l'insuffisance rénale. Et donc ça, c'était dans ces études cardiovasculaires comme Declartini, Canvas, Vertis, Ampareg, etc. Donc, quelle est la recommandation actuelle? Puisqu'on a vu que ça donnait une protection rénale, on a vu qu'il y avait des effets directs et indirects, on a vu que, attention, pour la baisse d'HbA1c, ce n'est pas aussi efficace quand on commence à descendre trop bas, si vous attendez une protection de la glycémie. Donc, dans les recommandations des CADIGO, les dernières, vous connaissez, tout de suite, alors les néphrologues sont encore plus, on va dire, plus, je veux dire, comment on va dire, avant-gardistes, puisque justement, ils mettent les glyphosines et la metformine assez rapidement dès qu'il y a une maladie rénale avec une albuminurie. Et bien sûr, en dessous de 30, c'est là où on arrête. Et bien sûr, en dialyse, on va arrêter. Donc, dans leurs recommandations, ils mettent bien clairement
que tout patient diabétique type 2 qui a une maladie rénale chronique et qui garde un DFG au-dessus de 30 devait être sous glyphosine pour la protection rénale. Et même, il rajoute encore plus, c'est un peu comme les cardiologues avec l'HbA1c à l'objectif, on rajoute la glyphosine, il le rajoute chez un patient qui peut le tolérer, même si, c'est-à-dire il est à l'objectif d'HbA1c pour la néphroprotection. Donc, bien sûr, avec un choix sur les glyphosines qui apportent le meilleur bénéfice cardio-rénal. Arrêtez en cas de chirurgie, je ne vous apprends rien, en cas de maladie intercurrente. Attention au risque d'hypovolémie, on va y revenir sur les effets secondaires. Des toutes petites élévations du DFG se retrouvent en début de traitement parce que les patients ont un petit syndrome polypolydypsique au départ, quelques semaines, mais qui tout de suite se renormalise au bout de 3 semaines généralement. Donc, pour ce patient, pour revenir, on aurait une néphroprotection, bien sûr, une baisse de l'HbA1c probablement aussi, d'accord. Et puis aussi la baisse de l'HbA1c, il ne faut pas qu'on l'oublie parce que avant tout, ces médicaments étaient des médicaments à visée de hypoglycémiante. Donc c'était des médicaments pas pour la cardioprotection, la néphroprotection. C'était la grande surprise qu'on avait eue en 2015 au départ sur leur cardioprotection. Mais ils diminuent vraiment l'HbA1c assez rapidement dès les premières prises, indépendamment de l'insuline. Une petite baisse de poids. Attention, à la baisse de poids, elle n'est pas si importante. Elle se voit, mais c'est quelques kilos parce qu'il y a un peu de polyphagie, d'augmentation de l'appétit compensatrice. Ça baisse la glucotoxicité, puis ça améliore la fonction bêta-cellulaire et même l'insulinorésistance. Donc, généralement, il faut s'attendre à une baisse qui dépend, qui est variable. Ça peut aller d'un demi-point à 1,5, voire 2, ça dépend des patients, d'HbA1c, tout en baissant, bien sûr, l'IMC, avec des odds ratios de 3, c'est-à-dire que vous avez 3 fois plus de chances d'arriver à l'objectif, tout en baissant le poids. Alors, plus vous démarrez un peu plus haut sur l'hémoglobine glyquée, et ça, on le voyait avec les autres classes, notamment les gliptines, plus vous baissez justement votre HbA1c. Alors, en combinaison avec l'insuline, ça permet, ça nous avantage, parce qu'avec l'insuline, ça nous permet de baisser aussi le poids, au lieu d'être dans une augmentation de poids, en plus de la baisse de l'HbA1c. Dans la plupart des méta-analyses, la baisse de dose d'insuline sont à peu près de 9 unités, bien sûr pour des doses moyennes standards à peu près de 0,3, 0,4 unités kilo. Attention à ne pas baisser trop vite les doses d'insuline quand vous mettez une glyphosine chez un patient sous insuline à cause du risque d'acidocétose euglycémique qui est exceptionnel, mais on va y revenir. Donc en gros, on baisse l'HbA1c, on baisse le poids, on baisse bien sûr un petit peu la tension artérielle et la glycémie à jeun. On a des effets rénaux, on les a vus. On a des effets natriurétiques, diurétiques. En fait, c'est un peu un hypoglycémiant, mais c'est un diurétique osmotique, entre guillemets, avec des effets aussi vasculaires et cardiovasculaires de protection. Donc, chez ce patient, le bénéfice, parce qu'on aurait pu penser à plusieurs autres thérapeutiques, Basal+, etc., combinaison d'autres traitements, le bénéfice aurait été surtout la néphroprotection, et puis éventuellement la baisse des doses d'insuline chez quelqu'un qui a un IMC à 33 avec une protection cardiovasculaire. Alors, deuxième cas clinique, c'est un homme de 54 ans qui a un diabète type 2 depuis 6 ans, hypertendu, tabagique, dyslipidémique. Il a une HbA1c à 8,4, l'IMC est à 25. Alors, il a un antécédent de stent il y a 3 ans avec une insuffisance cardiaque, fraction d'éjection à 45%. Il n'y a pas de rétinopathie, on est plus un peu dans la macro-angiopathie, un RAC négatif, un DFG plus ou moins conservé, et il est sous traitement classique, donc glyclaside 120, sulfamide et metformine, et on est bien d'accord qu'à 8,4, on aimerait bien faire un petit peu mieux tous chez ce patient, tout en évitant, bien sûr, les hypoglycémies. Alors, encore une fois, on est en train de parler de classe, d'accord, de patients qui pourraient se permettre certains traitements. Malheureusement, pour le moment, c'est comme ça, on va dire. Alors, quel traitement pouvez-vous proposer ici pour intensifier? Bon, à part les glyphosines, et bien sûr, je parle du reste. L'insuline basale, oui. Oui, exactement. Inhibiteur aussi de DPP4, ça aurait pu être. Et puis aussi, l'analogue du GLP-1. On est d'accord? Donc, on a 4 classes thérapeutiques qui peuvent rentrer en ligne chez ce patient, puisque les 4 pourraient avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, chez ce patient, on va se dire que l'insuline basale, elle va peut-être équilibrer le patient, mais elle va peut-être faire lui prendre du poids et elle ne va pas donner de bénéfices cardiovasculaires. Il y a une sécurité, on le sait avec l'étude d'origine, mais pas de bénéfices.
Les inhibiteurs des PP4 avec la fraction d'éjection un peu réduite, on peut être un petit peu frileux sur cela, éventuellement, même si ça a montré une sécurité pour les dernières gliptines. Et on préférait, on est plus gourmand maintenant quand on traite un patient diabétique, on veut l'équilibrer, mais on veut protéger. Donc, on va aller plutôt vers GLP-1 et glyphosine. Et je pense tous en consultation, vous avez ce genre de patient où vous hésitez entre les deux thérapeutiques. Ce qu'on doit se rappeler, c'est que dans les complications cardiovasculaires du diabète, il y a l'athérosclérose et il y a l'insuffisance cardiaque avec le dysfonctionnement cardiaque. Et les glyphosines apportent un effet un peu mécanique justement de diminution de précharge, de post-charge. Je ne suis pas cardiologue, mais je sais que tous les mécanismes vraiment au niveau de la cellule cardiaque et vasculaire sont très nombreux, avec beaucoup de changements de fuel, puisqu'on apporte des corps cétoniques, donc on change de métabolisme énergétique cardiaque, et on utilise un nouveau carburant myocardique qui va être les corps cétoniques. Et justement, c'est un avantage, parce que cette glucosurie va permettre d'aller dans une autre voie, c'est l'utilisation des lipides pour le métabolisme, et c'est un carburant qui est assez privilégié par le muscle cardiaque. Donc c'est un switch, on shift maintenant de manière physiopathe le métabolisme cardiaque, c'est peut-être un des bénéfices, à côté de l'effet bien sûr diurétique qui existe. Attention, les GLP-1 aussi ont beaucoup de bénéfices cardiovasculaires, vous le savez, anti-athérosclérotiques, anti-inflammatoires, en plus des effets perte de poids, satiété, etc., inflammation. Donc, la glyphosine, oui. La dapagliflozine, elle a été étudiée dans une grande étude, l'étude d'Éclard, qui, je rappelle, est une étude assez différente des autres études cardiovasculaires, notamment en PARAG et CANVAS, puisqu'il y a beaucoup de patients en prévention primaire, donc où ils ont deux facteurs de risque, où ils ont un antécédent. Donc, vous voyez ici que 59, presque les 2 tiers des patients ont un antécédent cardiovasculaire et ont des facteurs de risque, et ce n'est que 40% qui a une pathologie cardiovasculaire établie. Et donc, c'est une population en bien meilleure santé que dans les grands autres essais. Déclare, on a vu moins d'événements cardiovasculaires majeurs que vous connaissez dans l'étude en Paris, où on avait vu beaucoup d'événements cardiovasculaires. Donc, une cohorte en bien meilleure santé. C'est peut-être pour cela qu'il y a eu moins de réduction, c'était moins spectaculaire, mais on est devant une population qui peut correspondre un peu à ce qu'on voit en consultation, 2 tiers de prévention primaire, 1 tiers de prévention secondaire, donc avec une réduction des insuffisances cardiaques et des MACE. Donc, cette molécule peut apporter une protection et surtout une baisse de l'insuffisance cardiaque, et ça, c'est assez nouveau. Donc, dans les recommandations de l'ESC, vous le savez que dans les guidelines, ils les ont mis tous les deux, alors j'ai un décalage entre, voilà, ils ont mis tous les deux les glyphosines et les GLP-1 en niveau A et B pour la réduction des événements cardiovasculaires et la réduction de la mortalité cardiovasculaire. C'est à vous de faire le choix en tant que clinicien. Dans les recommandations de l'ADA 2022, il oriente un peu plus, puisque en cas d'antécédent cardiovasculaire, on peut choisir entre les deux. Par contre, en cas d'insuffisance cardiaque, clairement, c'est les glyphosines, et en cas de maladie rénale, c'est les glyphosines. Donc, dans ces profils patients, c'est là où on va peut-être plus aller vers ces molécules. Alors, c'est des modes d'action différents, même s'ils ont un effet protection de la macroangiopathie, mais il y a quand même des petits modes d'action différents. Certains, donc, il y a une protection cardiovasculaire des deux, mais quand on commence à choisir entre les deux, on a des petits modes d'action qui peuvent être différents, notamment au niveau du rein. Les glyphosines, c'est surtout la réduction des fluides, c'est surtout mécanique, hémodynamique, d'accord, avec un métabolisme cardiaque qui change, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les corps cétoniques. Et les GLP-1, c'est un peu un effet anti-athérosclérotique sur les vaisseaux et sur le cœur, avec l'effet anti-inflammatoire et l'effet anti-agrégant. Et donc, dans les grandes études avec glyphosine et GLP-1, vous avez des baisses, d'accord, des événements cardiovasculaires, mais vous avez moins d'insuffisance cardiaque, surtout avec les glyphosides. Alors, quand vous devez choisir, vous devez bien sûr pencher vers l'un ou vers l'autre. En faveur des glyphosines, c'est tout ce qui est baisse de mortalité et événements cardiovasculaires. C'est un traitement oral. On se rappelle bien que les patients parfois n'aiment pas l'injectable. C'est modérément coûteux. On va se dire qu'au Maroc, ça reste coûteux, mais c'est modérément. Il y a l'effet propre des glyphosines, c'est l'insuffisance cardiaque, on l'a vu dans DAPA-HF, CANVAS, IVD-REAL, etc. Donc, dès qu'on a un patient ou avec insuffisance cardiaque ou avec haut risque, je sais qu'il y a des scores de risque d'insuffisance cardiaque, donc par les amis cardiologues qui connaissent ça mieux que moi. Mais il y a cette protection rénale avec les dernières études spécifiques, et on attend encore d'autres études, comme l'EMPA-Kidney, qui ont montré la protection rénale. Donc, c'est un effet de classe. Toutes les glyphosines protègent contre un, mais malheureusement arrêté en dessous d'un certain DFG.
Les limites, vous le savez, c'est surtout le côté hypovolémie, déplétion chez les patients fragiles à risque d'hypovolémie ou sous-diurétique et les fameuses affections parfois génitales. Les acidocétoses sont exceptionnelles. Les GLP-1, donc l'avantage, alors dans l'étude leader, rappelez-vous, la protection cardiovasculaire, elle est un peu moins, les courbes sont un peu moins écartées que dans les études avec glyphosine, mais c'est beaucoup plus homogène, hein, ça baisse et les AVC et les IDM et la mortalité. Et puis l'effet, les courbes, on dirait qu'avec le temps, elles s'écartent. Ça veut dire qu'avec l'analogue GLP-1, c'est un effet avec le temps anti-athérosclérotique qui s'installe, donc c'est un bénéfice un peu plus au long cours. Le profil de sécurité est assez rassurant. Il y a peut-être un peu moins de contre-indications. Il y a les effets digestifs transitoires que vous connaissez. Et le bénéfice rénal, il est peut-être un peu moindre, mais on peut aller dans les DFG un peu plus bas, presque jusqu'à 15. Et l'effet sur la satiété, bien sûr, est plus marqué. Mais bien sûr, on est devant un traitement un peu moins accessible, un peu plus coûteux, et c'est de l'injectable toujours. Donc, vous allez choisir en fonction de la tolérance, les caractéristiques, l'insuffisance cardiaque, les préférences du patient. Vous allez discuter, donc ça nous arrive tous et vous aussi, de proposer au patient les deux traitements et de discuter avec lui pour la participation active du patient. Et parfois, ça peut évoluer. Un traitement peut marcher maintenant à un autre moment dans l'évolution du diabète. Et parfois même, on peut combiner. Et la combinaison, c'est aussi quelque chose d'actuel, mais un peu coûteux, on va dire, mais c'est quelque chose d'actuel. Donc, chez ce patient, qu'est-ce qu'on rajouterait? Chez le patient, on se rappelle qu'il y a l'insuffisance cardiaque. Donc, si on suit les guidelines, on serait peut-être avec le rajout d'apagliflozine ou une autre glyphosine, du Forxiga par exemple, et on baisse le sulfamide pour le risque hypo. C'est pour protéger ici le cœur, l'insuffisance cardiaque, mais aussi pour baisser l'HbA1c. Alors, pour finir, je vais parler rapidement rien que de la tolérance, c'est-à-dire les effets secondaires. Vous savez que c'est surtout les infections génitales, un peu de polyurie au départ. Il faut éduquer les patients sur le risque de syndrome polypolycystique les 3 premières semaines, le premier mois. Après, généralement, ça se calme. Un peu d'hypotension et vertige, surtout chez les personnes âgées, très âgées, on va dire. Les infections génitales, elles sont souvent légères à modérées, c'est parce qu'il y a de la glycosurie qui se dépose dans les voies génitales. Et donc, rarement ça a entraîné l'arrêt du traitement. On le voit plus chez les femmes. Et puis, la prévention, c'est éduquer les patients sur le lavage à l'eau régulier en cas de traitement par glyphosine pour éviter justement le dépôt. C'est pas beaucoup, hein, c'est un petit peu de 1%, 1,4% d'infections génitales. Donc, c'est souvent des vulvovaginites, des balanites, etc. Alors, les infections urinaires, contrairement à nos attentes, à l'époque en 2015, sont pas plus élevées en cas de traitement par glyphosine, surtout chez les femmes et en cas d'antécédents. Aussi, ce sont des infections qui ont généralement peu entraîné l'arrêt du traitement. Et pour les hypoglycémies, vous le savez bien, c'est un traitement qui agit de manière glucodépendante. Donc, s'il y a des hypoglycémies, c'est sûrement lié ou à l'insuline ou au sulfamide lié en dessous, d'où le bénéfice de réduire les doses. Alors, la déplétion volémique, je ne sais pas si pour vous, mais on a eu quelques patients, c'est très rare, mais c'est les patients surtout à risque d'hypovolémie, déshydratés, âgés, sous diurétique, ou avec la neuropathie autonome à tendance d'hypotension parfois. Donc, souvent, c'est dans les premières semaines de traitement. Un patient qui n'a pas fait d'hypotension, d'hypovolémie dans les 8 premières semaines, généralement, on en voit beaucoup moins avec le temps. Donc, on fait attention dans les DFG un peu plus bas et les sujets plus âgés, et on manie avec précaution en cas de diurétique de Lens. Alors, l'acidocétose glycémique, elle est vraiment exceptionnelle, d'accord? Donc, sincèrement, peut-être en 4 ans d'utilisation, j'ai vu un patient, je ne sais pas pour les collègues, on pourra en parler après. La plupart du temps, regardez dans la dernière méta-analyse, un seul cas d'acidocétose. Vous allez la considérer si un patient consulte et qu'il est sous glyphosine et il commence à être nauséeux, vertigineux, des vomissements, déshydratation, parce qu'il y a sûrement un facteur infectieux qui s'est rajouté. Et donc, comme la glycémie ne va pas augmenter à cause de la glycosurie, c'est les corps cétoniques qui augmentent. Il faut chercher la cétonémie au niveau sanguin. Il y a des facteurs de risque d'acidocétose. Quand vous mettez les glyphosines chez un patient qui a des faibles réserves, donc un peptide C bas, un sujet maigre, donc généralement on ne donne pas dans un IMC à 20 par exemple, un DT1, justement, un patient qui est déshydraté ou un patient justement qui a des besoins accrus, infectés, le bloc, etc. Il faut faire attention dans ces cas-là. Donc en pratique, pour finir, c'est 10 mg par jour. Vous pouvez l'associer aux différents traitements et à l'insuline. Attention à la réduction, bien sûr, à l'insuline et au sulfamide, surtout au départ à l'initiation. On n'initie pas en dessous de 60, mais on peut continuer jusqu'à 45 chez nous. Il n'y a pas d'utilisation dans l'insuffisance rénale terminale pour le moment, ni de dialyse. On n'a pas de recul de hépatocellulaire
dans les petites stéatoses et avec des petites augmentations, on le maintient. Au-dessus de 75 ans, alors avant, on ne donnait pas du tout, maintenant on a 75 ans bien portants qui prennent les glyphosines. On fait attention rien qu'au risque d'hypovolémie chez les sujets sous diurétique. Et au-dessus de 85 ans, on commence à être un peu précautionneux. Donc ça, c'est une fois par 24 heures. Et vous savez que pour l'observance des traitements faciles, c'est valable pour toutes les glyphosines. En cas d'acidocétose, d'antécédent d'acidocétose, ça nous est arrivé, donc, pour le reprendre, il faut avoir vraiment identifié le facteur déclenchant. Et on n'utilise pas chez le diabétique type 1 parce qu'à un moment, rappelez-vous, il y a quelques années, il a été sorti dans les recommandations du NICE pour le DT1 avec HbA1c au-dessus de 9, avec un IMC au-dessus de 27. Donc, il a été retiré. Donc, ça reste au cœur de la prescription de tous ceux qui traitent les patients diabétiques, les médecins généralistes avant tout, les cardiologues maintenant avec la science cardiaque, les néphrologues avec la maladie rénale, les endocrinologues, les internistes. Donc, on est dans un traitement qui, toute spécialité, médecins confondus, prend en charge les patients diabétiques. Donc, pour conclure, on n'oublie pas le bénéfice métabolique parce qu'on est tellement concentré sur le cœur et le rein. Il ne faut pas oublier la baisse d'HbA1c sans risque hypo. Donc, on aime bien traiter un patient sans risque hypoglycémique avec plusieurs associations possibles et d'autres bénéfices. Il y a une baisse de l'acide urique, etc. Je ne vais pas attarder dessus. La baisse d'albuminurie, la progression de la maladie rénale avec un effet hypoglycémiant plus important quand le DSG est plus élevé, une sécurité et protection cardiaque et de l'insuffisance cardiaque. Et c'est une seule prise par jour. On fait attention aux infections notamment génitales, un peu moins urinaires, quoique nous, ça nous arrive de demander un ECBU chaque 6 mois, comme ça, systématique par précaution ou par acquis de conscience. On fait attention chez les sujets très âgés, fragiles, ou chez les patients sous diurétiques. Parfois, on est amené à demander au cardiologue est-ce qu'il faut ajuster les diurétiques, notamment de l'ANS. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Professeure Serem Aziz.